Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Hold-up meurtrier en plein Paris. Vers 7h ce matin, dans cette arrière-cour du 3e arrondissement de la capitale, 2 individus casqués et armés s'en sont pris à l'employé d'une société de métaux précieux, avec l'espoir d'emporter ses stocks. Mais le braquage a mal tourné et l'employé a été abattu. De l'or, voilà ce que les braqueurs cherchaient dans l'atelier de métaux précieux situé derrière ce Porsche, à l'abri des regards. Il est 7h tôt ce matin lorsqu'un employé de cette entreprise familiale surprend 2 hommes, casqués, armés et visiblement très bien renseignés. Les voisins, médusés, assistent à la scène. Ils sont rentrés dans l'entreprise, j'ai entendu pas mal de combats, de machin, je l'ai entendu crier bande d'abrutis, osseuse de con, j'ai pas les clés, vous voyez bien que j'ai pas les clés. J'ai entendu le bruit, moi j'appelais la police, je criais à tout le monde, aidez-moi, appelez la police, aidez-moi, personne ne bougeait. Et les 2 malfaiteurs sont sortis et ce brave monsieur leur a couru après. Et là il s'est pris une balle. L'employé, un homme de 52 ans, est touché à la hanche, il décédera peu de temps après, malgré l'intervention des pompiers. Je ne sais pas si c'est des méthodes de grand banditisme ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils n'hésitent pas à venir armés pour faire des guet-apens pour pouvoir prendre dans des quartiers des métaux précieux. Et on ne sait pas quel est le préjudice. Ça se trouve, c'est un petit préjudice en fait. Crise économique, hausse des cours, près de 42 000 € le kilo. Depuis des mois, le marché de l'or est en plein essor. Il attire un nombre croissant d'investisseurs, mais également des receleurs en tout genre, comme ici, dans le 4e arrondissement, aux abords du Crédit municipal de Paris. Il y a un problème de réglementation de l'or, de tous ces ateliers, évidemment pas celui-ci, clandestin, qui recycle l'or, qui est souvent le produit de vol ou d'arrachage de colliers. Donc avec ma collègue, nous allons sans doute rencontrer l'ensemble de la profession. Manuel Vasse estime par ailleurs que la publicité autour de la flambée des cours de l'or met directement en danger les professionnels du secteur. L'enquête concernant le braquage de ce matin a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Dans l'affaire Mera, la police continue de rechercher les éventuelles complicités dont aurait pu bénéficier le tueur au scooter. Les 2 personnes, un homme et sa compagne interpellés mardi à Albi et à Toulouse dans le quartier des Isards, continuent d'être interrogés par les enquêteurs. C'est dans ce quartier d'Albi qu'a été interpellé hier matin un gitan sédentarisé de 38 ans. L'homme, issu d'un camp de gens du voyage de Toulouse, est soupçonné d'être le 3e homme dans l'affaire Mera. Il aurait été présent lors du vol du scooter et aurait pu fournir les armes qui ont servi aux tueries de Toulouse et Montauban. Hier, son avocat plaidait l'instabilité psychologique. Concernant ces liens éventuels avec les frères Mera, j'ignore complètement s'il existe ou pas. Ce que je pense, ce que je connais de cet homme, c'est que manifestement il n'avait aucune accointance avec un milieu terroriste ou un milieu islamiste. C'est un homme qui me semble plus être un paumé, pardon de parler de manière si crûment, plus qu'un homme qui aurait pu aider en quelque manière les frères Mera. L'ex-compagne du gitan a également été interpellée hier pour vérification. On constate qu'il s'agit de 2 personnes, semble-t-il, converties à l'islam, ce qui est leur droit le plus strict, mais qui seraient en relation avec des groupes salafistes, ou du moins des groupes inspirés par l'idéologie, la doctrine salafiste. Ça met à mal la thèse justement qu'on nous a servi depuis le début, que Mera était un loup solitaire. Effectivement, plus on avance dans ce dossier et plus ce qu'on savait déjà, des complicités apparaissent et sont de plus en plus établies. Gardé à vue à Toulouse, le gitan nie être le 3e homme. Donc ça s'est passé juste au-dessus, entre la cabane d'arrivée et l'arrivée des cabines. 2 skieurs emportés cet après-midi par une avalanche dans un secteur hors piste de la station de Tignes en Savoie ont pu être secourus. Les pisteurs secouristes ont pu rapidement localiser les victimes grâce à des témoins. L'un des 2 skieurs accidentés a dû être réanimé et transporté en urgence vers l'hôpital de Grenoble. Gros déploiement de force hier soir pour évacuer les sans-papiers installés depuis 10 jours dans l'église réformée de l'Île-Five. Plus d'une centaine de personnes en grève de la faim pour réclamer leur régularisation. Une opération qui s'est déroulée dans le calme et sans violence. Assis au milieu de la rue Pierre-le-Grand, ils attendent à gare, épuisés par plus de 30 jours de grève de la faim.
Il y a quelques minutes encore, ces sans-papiers occupaient l'église réformiste toute proche. Mais vers 20h30, les forces de l'ordre sont finalement intervenues. 150 fonctionnaires de police ont bouclé tout le quartier avant d'évacuer l'église. Loin du regard de la plupart des militants du collectif des sans-papiers, gardés à l'écart. Commence alors un défilé d'ambulances et de véhicules d'urgence. Certains grévistes de la faim sont très affaiblis et leur état de santé inquiète. Alors il y en a quelques-uns qui ont été hospitalisés pour les cas les plus sévères et les autres ont été réexpédiés au local des sans-papiers. Mais ce matin, au local du collectif des sans-papiers, plus trace des grévistes de la faim. C'est l'un de leurs soutiens, lui-même sans-papiers, qui nous raconte qu'ils ont quitté les lieux tard dans la nuit. Ils ont voté hier soir à continuer leur grève de la faim. Ils ont dit on va aller tous à l'hôpital. Et du coup, ils ont pris le métro, ainsi de suite. Ils sont partis à l'hôpital. Selon les dernières informations communiquées par le collectif des sans-papiers, 94 grévistes de la faim sont aujourd'hui hospitalisés dans une douzaine d'hôpitaux de la région. Des sans-papiers bien décidés pourtant à continuer la lutte. 16 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Nicolas Jacobin. Cet homme de 56 ans, hémiplégique, a été condamné hier soir par les assises de Côte d'Or pour avoir tué son épouse et tenté d'assassiner son fils de 3 ans. Des faits qui remontent à 1996, car ce procès a également été celui d'une justice incapable de faire respecter ses décisions. L'accusé a échappé pendant plus de 15 ans à la prison sans même chercher à se cacher. Il avait été condamné par contumace en 2002, mais il a pu continuer de vivre en toute impunité en région parisienne, où il a finalement été interpellé par hasard en janvier 2011. C'est une polémique qui aura tourné court. Le maire de Montargis a décidé de s'opposer à la décision de la directrice d'une école maternelle de sa ville en reprogrammant la venue du Père Noël. Une décision qui, selon l'intéressé, avait été prise afin, dit-elle, de respecter les différentes croyances. Le maire UMP Jean-Pierre Dor avait envoyé dès hier une lettre à l'inspection académique ainsi qu'à la fameuse directrice en rappelant qu'à ses yeux, le Père Noël n'avait aucune connotation religieuse. Bruno Grandjean ne baissera pas les bras. L'entrepreneur qui rêve de créer près de Toulouse les plus vastes studios de tournage en France a dit sa ferme intention de mener à bien le projet avec le soutien de Raleigh, grand nom du cinéma américain, et ce malgré le rejet de leur dossier par l'État. Un examen jugé un peu expéditif par les protagonistes mais aussi par plusieurs élus des collectivités concernées. Et pour cause, les studios créeraient environ 5000 emplois directs d'ici 2019. Est-ce que vous croyez qu'avec ces deux feuilles-là, on peut pérenniser un site comme Florange? On peut lui garantir sa survie? C'est clair et net que ça, c'est un torchon. Le Premier ministre au fourneau pour défendre son accord avec Mittal sur Florange. Jean-Marc Ayrault et 3 de ses ministres reçoivent depuis 17h30 à Matignon les représentants de l'intersyndicale du site sidérurgique mosellan. Des délégués syndicaux très remontés après les extraits parus dans la presse du compromis trouvé entre l'État et le géant de l'acier à propos de l'avenir du site. Tous craignent désormais que le scénario de la fausse promesse d'ArcelorMittal à propos de Gandrange ne se rejoue à 7 km de là. Elle fait encore partie intégrante de la ville. Quel que soit le point de vue, l'acierie ArcelorMittal est incontournable à Gandrange. Au café du village cet après-midi, le groupe sidérurgiste est toujours dans les conversations. Thierry ne peut pas oublier, sous-traitant, il a perdu son travail du jour au lendemain. Mon téléphone était 24 heures sur 24, j'étais 20 ans disponible 100% pour eux, et puis ils remercient sans rien, quoi. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qui se passe à Florange? Ça sera la même chose qu'à Gandrange. Il y a beaucoup de promesses, comme le Sarko il l'a fait, puis maintenant ça sera fermé, quoi. Voilà. Au bar, Martial est tout aussi lapidaire. Mittal, il s'en fout de Florange. Le nom du sidérurgiste indien s'affiche encore sur l'usine désaffectée. Oui. Ces deux syndicalistes CGT étaient à la pointe du combat contre la fermeture en 2009. Donc vous voyez, c'est bien cadenassé. Il n'y a plus personne donc, qui peut rentrer au portier. Plus personne. Hein. La CGT de Gandrange, qui aujourd'hui ne peut que regarder avec amertume la situation de leurs collègues de Florange. Mittal, donc, qui trompe tout le monde, il a trompé les salariés, les sidérurgistes de Gandrange, il est en train de tromper les sidérurgistes de Florange, et les engagements qu'il a pris, nous sommes persuadés qu'il ne les tiendra pas.
Le carillon de l'église sonne toujours joyeusement la sortie de l'école. Son directeur est également le maire du village. Il essaye aujourd'hui de faire face. Mon travail actuellement d'élu, c'est d'essayer de ramener sur la ville des emplois à terme, quoi, en fait. Et donc, on sait très bien que ça ne se fait pas instantanément, il faut du temps. Et donc, on a appris à se débrouiller un peu par nous-mêmes parce qu'on n'est pas aidé. C'est pour cela que certains n'y croient vraiment plus. Ils préfèrent désormais s'en remettre au loto et donc à la providence. C'est une chasse réhabilitée depuis seulement 18 ans. La chasse à l'arc est radicalement différente de la chasse traditionnelle. Elle compte aujourd'hui une cinquantaine de pratiquants dans les Alpes-Maritimes. Elle demande de l'adresse, mais aussi, vous allez le voir, et surtout beaucoup d'astuces. Un petit air de Montana au pays des olives. Stetson vissé sur la tête, chemise en laine et cafetière en fer blanc posée à même le feu. Toujours le même cérémonial pour entrer petit à petit dans la peau d'un trappeur, ou plutôt d'un chasseur, pas comme les autres. C'est un produit qui est destiné à neutraliser les odeurs humaines. Inodore et pratiquement invisible. La chasse à l'arc se pratique en solitaire. Chacun son secteur pour progresser en toute discrétion. Et ce que je fais des fois, pour me donner un peu plus de chance, je prends un peu de fenouil avec moi, pour le chevreuil, puis je frotte contre un arbre. Ça va cacher mes odeurs. Et lui, ça va l'attirer parce qu'il aime bien l'anis. Pour pratiquer cette discipline, il faut un permis traditionnel, mais aussi une formation spécifique à la chasse à l'arc. De l'autre côté de la forêt, Patrick, lui, chasse à la bilbaude. Il parcourt un territoire en pistant les petits ou gros gibiers. Alors, il y a un sanglier qui monte et un chevreuil qui descend. Il y a plusieurs chevreuils qui descendent. Et lire au sol, analyser tous les indices, les collectionner, essayer de comprendre le mouvement, l'orientation. Pourquoi ils vont chercher à manger, ils vont chercher à boire. Parce qu'il faut que j'arrive à trouver où ils se cachent. Pendant ce temps, à 3 mètres de hauteur, Claude prend la pause, juché sur une plateforme de fortune, quelquefois pendant une vingtaine d'heures. On a une bonne vue d'ensemble. Et on peut voir arriver d'assez loin une petite bestiole, sans qu'elle nous remarque. Parce qu'on est comme un peu les aigles, on surveille. Et ça c'est bien pratique, toujours préparer sa flèche. Et déjà se dire, c'est plutôt cet angle de tir que je vais privilégier. Un geste rare, à l'affût ou à l'approche, le chasseur doit être situé entre 5 et 15 mètres de sa proie. Résultat, à l'arc, la gibecière est souvent vide et le tableau de chasse, plutôt rare. C'est ce qui fait beaucoup de différence avec la chasse à l'arc, c'est qu'on est rarement bredouille. On n'est pas bredouille parce qu'on ne remplit pas des frigos, mais on remplit sa tête, on remplit son cœur, on remplit son imagination et on remplit, je dirais, le bonheur de vivre dans un monde naturel. Un rêve de gamins affamés de grands espaces qui dégainent souvent leurs appareils photo avant de penser à décocher une flèche. Partons à présent dans la Vienne pour parler cinéma. Pauline Roland a 24 ans, elle est réalisatrice et pour la 2e année consécutive, elle a été sélectionnée pour présenter un film d'animation aux Rencontres Henri Langlois. C'est un festival international des écoles de cinéma qui se déroule à Poitiers. Chérie, c'est pas ce que tu crois.
Quels sont les événements personnels qui font qu'un homme décide un jour de s'habiller avec les vêtements de sa femme et de devenir femme la nuit tout en restant homme le jour? C'est à partir de cette interrogation et du témoignage d'un travesti que la réalisatrice Pauline Rolland a décidé de nous raconter une histoire pleine d'humour et de sensibilité. Une sensibilité et une fidélité du geste poussée jusqu'à l'extrême grâce à un procédé technique bien particulier. Moi j'appelle ça de la semi-rotoscopie, c'est-à-dire qu'on va dessiner sur la prise de vue réelle ce qui se passe à l'image. Donc on va transformer la prise de vue réelle en animation. Donc cette prise de vue réelle, c'est moi qui ai improvisé, essayé d'y placer une gestuelle. Le résultat est du coup surprenant de véracité. C'est sûrement ce qui a séduit les organisateurs du festival qui ont sélectionné le travail de Pauline Rolland pour la 2e année consécutive dans la compétition des courts-métrages français. C'est vraiment un cadeau pour les jeunes artistes de passer dans des festivals tels que celui-ci, puisque on a la possibilité de rencontrer autant son public que des producteurs, d'autres réalisateurs, d'autres compositeurs, des acteurs, tout le milieu vraiment du cinéma. Mais après 2 courts-métrages d'animation à vocation de documentaire, notre toute jeune diplômée de l'école européenne supérieure de l'image, basée à Poitiers, aimerait désormais raconter une histoire inventée de toutes pièces. Le monde de la fiction prendrait alors le pas sur la réalité, exactement l'inverse de cette histoire de travesti où le dessin reproduit le calque subtil d'une réalité froide et complexe.